Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émission juridique proposée par le cabinet Simon Associés. Bonjour maître François-Luc Simon. Bonjour Florian. Pour ce deuxième numéro, on va s'attaquer à un gros morceau. Ça concerne les avis clients et ça commence tout de suite. On va commencer avec vous, Grégory, puisque vous êtes l'un des précurseurs de l'avis client en France. La première question que j'ai envie de vous poser, c'était comment l'avis client il y a 10 ans ? C'était même pas encore à ce stade un artifice marketing, parce que peu avaient compris l'importance de capitaliser sur la satisfaction de leurs clients. TripAdvisor, c'est par exemple construit en 2000. On peut dire incontestablement qu'ils ont commencé à éduquer petit à petit, à évangéliser un marché et à faire comprendre, pour l'exemple des restaurateurs, qu'ils étaient plus forts et plus puissants que le Goemio ou que le guide Michelin. Entre-temps, on a découvert que 44%, voire 50% des avis étaient faux, parce que donnés par n'importe qui, surtout par des personnes qui n'étaient pas des consommateurs. Et vient ensuite la deuxième étape, l'avis client contrôlé. Et c'est en ce sens que l'on fait partie des précurseurs, parce qu'on s'est tout de suite dit d'avoir des avis clients, oui, mais seulement si ça s'appuie sur ce que l'on appelle la robustesse du vrai, à savoir des véritables retours d'expérience de consommateurs, bons ou moins bons, tant qu'ils sont clients. Et aujourd'hui, c'est une adoption totale des consommateurs, puisqu'ils sont 9 sur 10 à consulter des avis clients avant d'acheter, et qui plus est, dans un domaine dit anxiogène. Ils disent même, dans 82% des cas, on a mené une enquête IFOP sur le sujet, est-ce qu'une entreprise peut être sérieuse et transparente si elle n'est pas engagée dans une démarche à long terme ? Donc aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu stratégique pour eux d'avoir cette réassurance et cette preuve que l'entreprise fonctionne dans la preuve. Aujourd'hui, souvent, le dirigeant considère que les seuls qui s'expriment, et il est vrai, sont des gens mécontents, surtout en France, dans notre philosophie. Mais si on industrialise la récolte de la majorité silencieuse satisfaite, l'entreprise qui a un savoir-faire peut désormais le faire savoir. Qu'est-ce que les professionnels en fait, ont compris ces dernières années qu'ils n'avaient pas compris il y a 5 ou 10 ans ? Ils ont compris que tout était plus dur et ils ont compris que le rapport de force, ils ne pourront plus le changer. Au départ, on a tous une résistance au changement, surtout quand il est potentiellement de prime abord en notre défaveur. Le dirigeant n'ayant pas tout de suite compris l'effet levier de l'avis client. Il faut à minima comprendre le consommateur et il faut surtout comprendre la peur qui est la sienne. On a à peu près tout promis au consommateur. Le linge plus blanc que blanc, le produit lessiviel qui y en a plus, il y en a encore. Enfin bref, les marketeurs ont tellement rivalisé d'imagination et de savoir-faire qu'ils ont réussi à faire croire à n'importe qui, n'importe quoi. Le consommateur en est revenu. Et ça, le dirigeant ne l'a pas tout de suite saisi. Il n'a pas compris que son coût d'acquisition était de plus en plus élevé sur un lead. Il n'a pas compris que son taux de transformation était de plus en plus faible. Donc il ne s'est pas tout de suite rendu compte qu'en promettant, il doit remiser, alors qu'en prouvant, il peut marger. Donc maintenant, il commence petit à petit, enfin, à prendre conscience de tous les effets de bord négatifs que ça a, et surtout des effets leviers que cela construit quand c'est bien utilisé et quand on remet le consommateur au centre de tous les débats. Pour compléter, peut-être, les professionnels prennent vraiment conscience qu'ils n'ont plus à subir l'avis client. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on subissait, donc on découvrait l'apparition d'un avis et on ne faisait pas grand-chose. On voit de plus en plus de professionnels qui se disent il vaut mieux maintenant répondre et ne pas laisser un avis, quel qu'il soit, surtout quand il est négatif, sans aucune réponse. Alors, moi j'ai une question, il y a une évolution aussi, j'imagine, pour les avis. Est-ce que les avis d'aujourd'hui sont les mêmes avis qu'hier ? Est-ce que les gens s'expriment de la même façon ? Alors, ils sont beaucoup plus précis et beaucoup plus complets. Pour plusieurs raisons. Déjà, petit 1, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient désormais une audience. Mais là aussi, c'est lié à l'évolution du web. Avant, jadis, quand un professionnel venait chez vous, il était le sachant. C'était très compliqué pour monsieur tout le monde de remettre en cause les dires, la compétence. Aujourd'hui, toutes ces informations, vous les retrouvez sur le web. Donc désormais, le rapport de force en termes de compétences s'est rééquilibré. Il est même souvent au profit du consommateur qui a plus de temps et qui sait aujourd'hui plus de choses sur la voiture qu'il va acheter versus le vendeur qui lui fait pas toujours attention et qui est parfois, en étant caricatural et avec un peu d'humour, plus attentif à sa commission que sur les caractéristiques techniques ou sur le délivré du produit. Donc ça remet la vérité au centre du débat et c'est de cette manière-là qu'on touche le cœur du consommateur en lui disant la vérité, en étant transparent. Il y a une profusion un petit peu d'avis clients aujourd'hui. Est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce qu'il va y en avoir de plus en plus ? Quelles sont un peu les évolutions ? Comment vous imaginez les choses ? Au départ, on se souciait simplement de savoir est-ce que c'est un véritable client. Maintenant, il faut aussi savoir si l'avis n'a pas été modifié. On est donc désormais dans l'ère, on doit empêcher cela.
et le consommateur n'en veut plus. Donc je pense que la suite logique, c'est celle que l'on vit déjà, c'est d'avoir de plus en plus de sécurité et que ce soit plus naturel pour tous de communiquer sur des véritables avis. La DMA, sur le fait que la position de Google sur les avis est une position anticoncurrentielle et qu'on ne peut pas continuer à mettre en avant des avis qui d'ailleurs ne sont pas des avis clients, puisque vous pouvez avoir dit bonjour à quelqu'un et mettre un commentaire sur le sujet. Tout ça est en train d'être revu au profit d'une substantifique moelle qui devient de plus en plus qualitative et qui permet de mettre les meilleurs en lumière, mais les moins bons également, pour que je puisse savoir avec qui je dois commander, mais surtout avec qui je ne dois pas le faire. Première question assez simple, somme toute. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un cadre juridique pour encadrer les avis clients ? La loi pour la confiance dans l'économie numérique, notamment, a posé un certain nombre de règles, et notamment des règles sur la responsabilité de ceux qui mettent en ligne du contenu, et notamment à quel moment ils engagent leur responsabilité si le contenu qu'ils véhiculent est illicite. Donc un avis client qui serait illicite engage la responsabilité de celui qui en est l'auteur dans un premier temps, mais quand on parle d'avis client, très souvent l'auteur c'est un consommateur. Mais heureusement, le droit permet aussi d'engager la responsabilité de ceux qui hébergent ce contenu, donc même si ce ne sont pas eux qui l'ont rédigé, leur responsabilité peut être engagée sous réserve qu'ils aient été notifiés du caractère illicite du contenu qu'ils ont mis en ligne et qu'ils n'auraient pas agi promptement. Ensuite, au-delà de ces dispositions, de ces règles-là, on a vu apparaître des réglementations qui sont venues encadrer pas forcément le contenu qui peut être mis en ligne, mais l'activité même de mettre à disposition d'un public de consommateurs certaines informations. On retrouve dans ces règlements-là des dispositions qui concernent ces opérateurs, ces plateformes en ligne qui, elles, sont soumises à des obligations très fortes de transparence. Et c'est assez intéressant parce que pendant longtemps, on n'avait que un cadre, on va dire, plutôt générique, et on avait parallèlement à un cadre purement légal des normes. Des normes d'application volontaire, des certifications ISO qui sont venues progressivement depuis environ 2012 à poser un cadre, des standards, on va dire plutôt unifiés pour la gestion, la collecte, la modération, la diffusion d'avis clients. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de parler d'avis contrôlés. C'est parce qu'on a des organismes aujourd'hui qui peuvent être certifiés parce qu'ils décident volontairement et spontanément de respecter les exigences d'une norme. En conséquence, en respectant ces exigences-là, se retrouvent à pouvoir démontrer que les avis qu'ils peuvent diffuser ont fait l'objet d'un contrôle. Donc, c'est des normes qui vont participer à préserver la confiance des consommateurs et la fiabilité des avis qu'on va lire. On voit que maintenant les opérateurs, les gestionnaires d'avis en ligne sont dans l'obligation d'avoir fait un certain nombre de vérifications, notamment s'assurer que l'expérience du consommateur peut être vérifiable. Le consommateur doit très aisément, de manière claire, concise, retrouver toutes les informations qui lui seront utiles pour s'assurer que l'avis qu'il est en train de consulter émane d'un vrai consommateur. Deux, que celui qui présente cet avis-là n'est pas en train de faire un favoritisme en mettant en avant certains avis plutôt que d'autres. Et donc, on voit bien, à travers toutes ces exigences, qui sont maintenant retranscrites dans le Code de la consommation, que le législateur commence à définir des règles très précises et très spécifiques aux avis clients. Si une plateforme qui veut diffuser, dont l'activité c'est de diffuser des avis clients, veut continuer à le faire, elle est obligée de respecter toutes ces exigences-là. Autrement, ce n'est pas l'avis qui est supprimé, mais c'est carrément toutes les pages entreprises qu'elle va référencer qui vont devoir être supprimées. Fin 2022, donc récemment, des règlements européens annoncés comme majeurs dans le monde du numérique ont été adoptés. Alors, il s'agit du DSA pour Digital Services Act et du DMA pour Digital Markets Act.
Est-ce que ces règlements ont eu un impact sur les avis clients ? Le DSA, tout d'abord, pose des exigences qui sont de plus en plus fortes sur notamment la modération de contenu. Et puis, le DMA, le Digital Markets Act, vient plutôt restaurer, on va dire, un libre jeu de la concurrence, éviter certaines dominations, et va surtout concerner les très, très grosses plateformes. Et indirectement, ça va avoir un impact sur certains avis clients, puisque une des références, on va dire, phares comme plateforme d'avis clients, on a quand même Google. Ce règlement va avoir un impact puisque ça ne permet plus à ces très très grandes plateformes, si je veux schématiser et synthétiser, de pouvoir préférencer, de mettre plus en avant leurs services que des services tiers. D'accord. Alors François-Luc, les avis clients peuvent-ils figurer aujourd'hui dans les contrats entre professionnels ? Oui, les avis clients peuvent désormais être intégrés dans la réflexion et dans les mécanismes qui construisent un contrat signé entre deux professionnels. Il y a quelques années encore, peut-être un peu avant le Covid, pour situer les choses, alors que le digital n'avait pas encore la place qu'il a aujourd'hui, les indicateurs de performance en général et les avis clients tout particulièrement était assez peu présent des contrats entre professionnels et pour tout dire était absent de la plupart des contrats entre professionnels. L'avènement du digital, la prolifération des avis clients, l'évolution du régime juridique des avis clients ont rendu possible et même souhaitable l'intégration dans les contrats entre professionnels de mécanismes propres à l'avis client. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont effectivement utilisés dans de tels contrats, les avis clients ? C'est en cours. Ça a démarré, ça a manifestement démarré. Il faut savoir quand même que les praticiens considèrent de l'avis quasi unanime que l'avis client est devenu l'un des indicateurs les plus fiables pour apprécier, pour mesurer la qualité d'un bien ou d'un service proposé par un professionnel. Et du fait de cette fiabilité, on en a déduit une utilité et de fait, les avis clients sont donc utilisés en tant qu'indicateur de performance, en tant que KPI pour réguler les contrats. Et alors, la question c'est utile, mais utile à quoi concrètement ? On peut discerner 3 types de conséquences. Tout d'abord, première conséquence, gratifier le partenaire qui s'est vu attribuer par ses clients des notes positives, supérieures à celles prévues par le contrat. Au contraire, on peut imaginer des conséquences négatives qui viennent dégrader la situation financière ou la situation tout court du partenaire qui s'est vu recevoir des notes négatives, en tout cas inférieures à celles qui figurent dans le contrat. Et puis, au-delà de ce qui est positif ou négatif, on peut imaginer aussi des mécanismes qui viennent renforcer le système de vente, qui permet de vendre le produit ou le service, et ce, dans l'intérêt bien compris des différents professionnels. Par exemple, le partenaire qui se serait vu, qui aurait obtenu de mauvaises notes, pourrait se voir infliger l'obligation de suivre un programme de formation pour s'améliorer. Et donc on voit bien que ces avis clients participent véritablement de la satisfaction générale et peuvent même parfois être combinés entre elles. Alors justement, vous avez peut-être des exemples de combinaisons que vous avez rencontrées ? Oui, il y en a plein. Celui qu'on cite souvent, c'est celui des plateformes. Vous êtes un vendeur dans la restauration rapide, sur une plateforme type Uber Eats, Deliveroo. Vous avez 3 sur 5. Alors là, c'est vraiment une très très mauvaise note. Si vous avez durablement 3 sur 5, alors d'ailleurs, vous allez disparaître des plateformes, on ne va plus vous voir. Si vous avez entre 3 et 4, c'est pas dramatique, mais c'est pas terrible. Donc, on va vous infliger, par exemple, une obligation d'avoir à vous former pour que la note, à terme, s'améliore. Et puis, si vous avez plus de 4, là, vous redevenez, je dirais, dans le vert. Donc, l'obligation de formation n'a plus de raison d'être. Mais si vous atteignez des scores élevés, type 4,7, 4,8, on peut vous octroyer, par exemple, des remises supplémentaires. Donc, il n'est possible de rédiger utilement, de manière efficace, une clause ou des clauses qui intègrent l'avis client dans la relation entre professionnels si 3 conditions sont réunies. Premièrement, il faut que l'avis client soit vérifiable. Sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, l'indicateur même paraît suspect. L'avis client doit être recueilli conformément à la réglementation en vigueur. Et puis, troisièmement, l'avis client doit être mesurable. Donc, si ces 3 conditions
ne sont pas remplies. Si l'une de ces 3 conditions n'est pas remplie, alors la clause, évidemment, inversement, ne sera pas efficace. Recommanderiez-vous de faire appel au KPI dans tous les contrats entre professionnels ? Dans 100% des contrats, certainement pas, parce que quand on rédige un contrat, on a une approche sur mesure, au cas par cas. En revanche, oui, dans le plus grand nombre des cas, le système participe de la méritocratie. Donc le contrat qui comporte des KPI, il a même un rôle de repoussoir de ceux avec qui on ne devrait pas contracter. Il a donc un rôle de filtre. Une fois que le contrat est signé, ça devient carrément vertueux, parce que ça organise de manière positive le système. Il est vertueux pour le franchiseur, le franchisé, mais aussi pour l'associé du franchisé qui va pouvoir mieux valoriser son entreprise s'il peut justifier son entreprise, parce qu'il va pouvoir rattacher sa valeur à un avis client, donc donner un peu plus d'épaisseur à l'argumentaire de vente. Et puis évidemment, l'avis client est utile au client final. Cela a été suffisamment souligné. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est l'avis client a-t-il un impact sur la valorisation, négatif ou positif ? Par exemple, un grand nombre d'avis clients défavorables peuvent-ils être deal breaker, comme on dit, casser un deal ? Oui, bien sûr, l'avis client a un impact sur la valorisation. Pour une raison très simple, c'est-à-dire que quand on procède à la valorisation d'une entreprise, c'est tout sauf une science exacte. Et la réalité, c'est que la valorisation se base sur la valeur intrinsèque de la société qui est à vendre. Et là, il est extrêmement important de pouvoir bénéficier d'un outil qui est l'avis client contrôlé et vérifié, donc un vrai avis client qui est un indicateur irremplaçable de la qualité du service ou de la prestation que l'entreprise est capable d'apporter à ses clients. À l'heure du digital, beaucoup de transactions se font sur Internet et donc les avis clients sont connus. C'est une notion qu'on va retrouver en fait dans la valeur de la marque, puisque l'avis client va valoriser une marque. Plus il va y en avoir, plus ça va valoriser la marque s'ils sont bons. Le fait de vendre, de réussir à vendre son entreprise, de la céder ou non, c'est sa retraite. Quand un dirigeant de TPE arrive à 60, 65 ans, il n'a que ces 2 éléments pour valoriser son entreprise. C'est combien il a de clients, qu'est-ce qui pourra être revendu éventuellement parce que le repreneur, il veut faire des ventes additionnelles. Mais que ce soit la récurrence ou la vente additionnelle, on ne peut la faire que si la base de clients au départ est saine, que si les clients sont contents. C'est des probabilités, sauf, bien évidemment, si on a un panel représentatif d'avis clients qui sont des avis clients contrôlés. Donc, incontestablement, non seulement ça a un impact sur la valo, mais plus important encore que la valo, c'est dans bien des cas ce qui permet de faire le deal. C'est ce qui permet d'exprimer une valeur qui n'aurait pas été identifiable pour une petite entreprise sans cet outil-là. Comment est-ce qu'on prend en compte l'avis client ? Déjà, est-ce qu'on le prend vraiment en compte ? J'ai compris que oui, à vos réponses. Mais comment on le prend en compte quand on veut déterminer la valeur de l'entreprise ? Comme je vous le disais tout à l'heure, l'exercice de valorisation est un exercice extrêmement complexe parce qu'il ne repose pas sur des recettes mécaniques. Et je pense que Nicolas a fait tout à l'heure un point essentiel qui est de dire que le digital est un véritable transformateur. Bien évidemment, l'avis client n'aura pas exactement la même valeur selon que vous fassiez de la plomberie Zingri, que vous vendiez des armes ou des cannes à pêche. Puis soyons honnêtes, on est quand même à l'aube d'une révolution aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu un pas en arrière, l'avis client certifié est quelque chose de relativement nouveau. Et c'est la raison pour laquelle il faut d'autant plus rentrer dans ce positionnement et vraiment comprendre quelles en sont toutes les conséquences, parce que ça va être amené à avoir encore plus de valeur demain que ça en a aujourd'hui. Comment est-ce que vous impactez, je dirais, avec l'avis client, une valorisation ? Je vais vous dire, une partie de notre métier, c'est de présenter les sociétés à des acquéreurs potentiels. Et pour ça, on rédige ce qu'on appelle un infomémo, qui est un document assez large, qui reprend notamment tous les actifs de la société. Et pas plus tard que la semaine dernière, je relisais des infomémos faits par des analystes, et je disais, il manque l'avis client, parce que la société a de bons avis. Ça veut dire effectivement que la société a créé un fonds de commerce stable, récurrent, et ça doit se traduire dans le chiffre d'affaires, parce que c'est un actif tangible de la société pour moi. Merci beaucoup. Grégory, je vais me tourner vers vous pour cette question. Avec votre activité au sein de Plus que Pro, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de l'avis client dans une valorisation de vos clients ou... Ce que l'on sait, et c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure, est-ce qu'il est encore possible en 2023 de convaincre quelqu'un qu'on a un bon bulletin et qu'on refuse de le montrer ? Comment on peut prendre des parts de marché aux autres, aux concurrents, si on n'a pas une véritable démonstration de son savoir-faire ? Et comment on peut bien travailler et ne pas vouloir le faire savoir ?
quand, et je dis bien quand, les avis clients sont bien utilisés, on a plus de visibilité à chaque nouvel avis. Il est évident que la visibilité, de la même manière que la satisfaction client, vont être des éléments de bonification. Mais si on reprend l'algorithme de Google, dont personne n'a véritablement le livre ou la Bible, ce que l'on sait de manière claire et de manière sûre, et ce sera encore le cas avec ChatGPT, l'IA ne fait qu'agréger de l'information qu'elle va trouver. L'information la plus qualitative que l'on retrouve sur la satisfaction des clients, c'est le témoignage d'autres clients. Donc non seulement c'est aujourd'hui la clé du référencement sur Google, donc un élément de valorisation, donc j'ai des vrais leviers pour effectivement présenter une rentabilité, ce qui va intéresser les fonds ou n'importe quel acquéreur positif. Mais en plus, c'est ce qui va faire la différence dans le temps pour toutes les raisons évoquées. J'ai envie de vous poser une question à tous les trois. Au-delà de la valorisation, justement, en quoi l'avis client est un marqueur fort pour l'acheteur ? Pour le vendeur, c'est la démonstration de son savoir-faire. Pour l'acheteur, c'est la garantie de bien acheter. Aujourd'hui, dans l'absolu, il y a moins d'argent que de propositions. Des vendeurs, il y en a toujours eu. Le problème, c'est que l'argent, il n'y en a pas toujours. Pourquoi est-ce que je vais donner mon argent à cette entreprise et quelles sont les garanties dans un monde où j'en ai peu ? Je vais avoir de les récupérer. Quand j'ai quelqu'un qui m'exprime qu'il capitalise sur la satisfaction de ses clients parce qu'il a compris que c'était le meilleur levier pour que l'acquisition de nouveaux clients lui coûte moins cher. On sait tous qu'acquérir un nouveau client coûte beaucoup plus cher que de conserver un client. Pour autant, la règle pour les deux est la même. C'est que pour conquérir un client, il faut que je lui montre que les autres soient satisfaits. Mais pour garder mon client, lui aussi doit être satisfait. Je ne peux que renforcer ce que vient de dire Grégory. C'est-à-dire quand on est en phase d'achat, le sujet auquel on est confronté, et c'est notre métier, c'est ce qu'on appelle joliment l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que bien évidemment, le vendeur en sait beaucoup plus sur la société qu'il vend que nous n'en savons sur ce que l'on achète. Et il est clair que, pour revenir à ce que disait Nicolas tout à l'heure, on se base sur le travail de professionnels qui nous fournissent des documents pour présenter la société, normalement, de manière tout à fait impartiale, mais en essayant d'appuyer sur les points forts. Très clairement, dans la mesure où on sait aujourd'hui que c'est disponible, je pense qu'une information qui arriverait aujourd'hui sur une société dont le secteur s'y prête, sans avoir d'avis client vérifié, ça ne serait pas forcément un deal breaker, mais on se poserait d'abord la question de savoir pourquoi ils ne nous les montrent pas, s'ils existent, pourquoi ils ne sont pas recensés. Si on arrivait à découvrir qu'une société qui ne nous montre pas ses avis a des avis très défavorables, là on retombe sur votre première question qui serait vraisemblablement un deal breaker. L'acheteur, le vendeur, tout le monde est confronté à l'avis client. Aujourd'hui, quand vous prenez un Uber, vous notez votre prestataire, le chauffeur, mais le chauffeur vous note aussi. Donc même vous, ça peut vous impacter en tant que futur acheteur. Dans le cas de nos transactions, c'est très important pour l'acheteur de vérifier et de faire des audits, comme il peut faire des audits financiers, fiscaux ou autres, de faire des audits sur les avis clients. Mais c'est aussi bankable d'avoir des bons avis clients. Parce que les banques, vous savez, ont des critères financiers, mais pas que. Et vont pouvoir regarder ça demain, les avis clients, savoir s'il y a une pérennité dans l'activité à travers ces avis clients. Aujourd'hui, comme on le disait, les avis clients sont largement diffusés sur Internet, sur des plateformes étrangères notamment, comme Google, Trustpilot et j'en passe. Est-ce que les juridictions françaises sont compétentes et si oui, comment ? C'est effectivement un sujet extrêmement important pour nous professionnels du droit, puisque comme vous l'avez dit, Google est situé aux États-Unis, GoWork en Pologne et enfin Trustpilot au Danemark. Donc une fois qu'on a posé ce cadre, comment on fait pour les attraire devant nos juridictions françaises ? Et là, grâce à l'intervention de l'Union européenne, on a aujourd'hui des outils qui nous permettent de mener ce contentieux en France au bénéfice de nos clients. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle la focalisation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on démontre à un magistrat que le site internet concerné est destiné au public français. Donc généralement, la langue française est un des critères qui est retenu. Deuxième chose, il y a la problématique de la compétence. Et la compétence, le principe de base, c'est le lieu du domicile du défendeur. Sauf que, comme on l'a dit en amont, ces sociétés étant généralement basées à l'étranger, on ne veut pas aller à l'étranger. Donc on a un outil qui s'appelle le règlement 1215-2012 qui nous permet d'agir sur le lieu du fait où les conséquences négatives de la vie sont ressenties et donc en France. Après, en France, on a alors plusieurs possibilités. Soit le client est devant un tribunal qui a une compétence un peu en matière d'Internet et d'avis, et dans ce cas-là, on saisit le lieu de son siège social à lui, ou on est devant des juridictions qui sont moins familières de ces questions très pointues. Et dans ce cas-là, on va faire des constats d'huissier
sur Internet, à Paris ou devant d'autres juridictions qui nous intéressent, qui nous va permettre d'attraire le contentieux devant la juridiction concernée. Mais on n'est pas dépourvu face à un Google qui est basé aux États-Unis, puisque là, on applique nos règles du Code de procédure civile qui nous permet à nouveau d'attraire au lieu du fait dommageable, au lieu du préjudice subi. Donc à nouveau, on est en France. Et le troisième point qui nous permet d'agir, c'est ce qu'on appelle la pluralité de défendeurs. Donc si on arrive à en attraper un en France, on peut attraire les autres parties au contentieux sur le territoire français. Amira Bounedjoum, à quoi ressemble le contentieux sur les avis clients et sur quoi porte-t-il exactement? D'abord, peut-être il faut rappeler un petit peu le contexte. On a plusieurs types d'acteurs qui peuvent intervenir. On va avoir des sociétés commerciales qui vont vouloir se prévaloir de certains avis, qui vont les diffuser sur leur site internet. On va avoir aussi des sociétés dont l'activité principale est de collecter et de diffuser des avis clients qui concernent des tiers. Juridiquement, comme on l'a vu tout à l'heure, le cadre légal, aujourd'hui, il encadre aussi bien cette activité professionnelle de collecter et de diffuser des avis clients, et qui encadre aussi les contenus qui peuvent être véhiculés à travers ces avis. Le contentieux, pendant assez longtemps, il concernait surtout le contenu d'un avis. Est-ce qu'on assigne l'auteur de cet avis, qui très souvent est un consommateur, ou est-ce qu'on assigne celui qui va le diffuser? Et là, on va retrouver les règles de responsabilité, notamment des hébergeurs, qui, une fois qu'ils sont notifiés d'un contenu illicite, sont censés réagir assez promptement. Et puis, de plus en plus, comme on l'a dit, maintenant, les avis clients se professionnalisent, et donc on retrouve des plateformes qui se consacrent à la diffusion, à la collecte d'avis qui concernent des tiers, et qui, elles aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, sont soumises à un cadre juridique qui leur est bien propre, celui des gestionnaires des avis clients. Et donc dans le contentieux, on voit que ça aussi, ça se traduit, puisqu'on remarque maintenant de plus en plus de décisions qui ne concernent pas forcément le contenu, l'objet ou la nature de l'avis, mais les conditions dans lesquelles les avis sont collectés et sont diffusés a posteriori. On reprochait le fait que les plateformes ne permettaient pas aux professionnels qui étaient évalués de pouvoir vérifier la fiabilité de l'avis, de pouvoir vérifier qu'il y a véritablement eu une expérience consommateur qui était relatée à travers cet avis-là. Et donc on a eu ces décisions qui portaient notamment sur les dates d'expérience d'avis. Qu'en est-il du pénal au niveau de l'avis client? Concernant les faux avis positifs, ils peuvent être pris au travers des pratiques commerciales trompeuses, puisque depuis une réforme de 2021, vous avez un article du Code de la consommation, qui est l'article L121.4, qui prévoit et réprime certains comportements, notamment le fait d'indiquer qu'on a des avis clients vérifiés alors que ce n'est pas totalement vrai, le fait de diffuser directement ou par personne interposée de faux avis positifs, et puis le dernier comportement étant le fait de modifier de vrais avis en votre faveur, évidemment. Et vous avez un autre article du Code de la consommation qui réprime ces agissements de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, peines qui peuvent monter à 3 ans de prison et jusqu'à 10% du chiffre d'affaires, dans l'hypothèse où ces pratiques commerciales auraient abouti à ce que le consommateur achète les produits liés et grâce aux faux avis positifs. Concernant les faux avis négatifs, vous avez 3 types de comportements qui peuvent être pris en compte. Un qui n'est pas une infraction pénale, qui est le dénigrement. Le dénigrement, c'est le fait de critiquer de manière malveillante un produit. Pas une personne, mais un produit. Et donc, c'est à distinguer de 2 comportements qui, eux, sont des infractions pénales, que sont la diffamation publique et l'injure publique. Ces 2 infractions, elles, étant concentrées non plus sur le produit, mais sur la personne, qu'elle ce soit la personne physique du dirigeant, par exemple, de l'entreprise, ou la personne morale, la société, qui fabrique ou qui distribue les produits. Vous avez notamment 2 points de vigilance que j'entends souligner et qu'il faut souligner. Le premier point de vigilance, c'est que le délai de prescription est très court, puisque c'est un délai de prescription de 3 mois à partir de la publication. Et la deuxième, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, une plainte simple devant la gendarmerie ou devant les policiers ou même devant le procureur de la République n'interrompt pas la prescription. Donc concernant les diffamations publiques et les injures publiques, je conseille très fortement de passer par des actes d'avocat. Ça, c'est pour le point commun essentiel. La différence fondamentale entre la diffamation publique et l'injure publique ne tient pas tant à leur sanction, qui est identique, mais plutôt à leur différence de nature. La diffamation sanctionne l'imputation d'un fait précis qui est attentatoire
à l'honneur ou à la considération. Là où l'injure est une invective, une outrance, un outrage qui vous frappe directement. Parce que si vous vous trompez de qualification, le juge ne peut pas requalifier à votre place entre la diffamation et l'injure. Il ne peut que stopper votre procédure et malheureusement, vous avez perdu définitivement. Merci beaucoup à nos intervenants de nous avoir accompagnés durant ce chapitre qui était le dernier chapitre de cette émission juridique, l'émission juridique 2e épisode consacré aux avis clients. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous.